Voilà, donc bonjour, je m'appelle Floriane Delpy, je suis en deuxième année de thèse au Centre d'océanologie de Marseille, au laboratoire d'océanographie physique et biogéochimique, sous la direction de Delphine Botta et de Marc Pagano. Donc je vais vous présenter mes travaux sur la structure des communautés zooplanctoniques de l'étang de Berre et sur les modifications qu'elles ont subies depuis les derniers changements hydrologiques intervenus dans l'étang. Et je vais particulièrement vous présenter le cas des proliférations d'organismes gélatineux. Donc, comme on a pu le voir à travers toutes ces présentations, donc la salinité est un paramètre important caractérisant l'hydrologie de l'étang de Berre. En 1947-48, les apports d'eau marine par le canal de Caronte et le tunnel du Rove maintenaient une salinité de 28 à 33 dans l'étang. Juste avant la mise en service de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas en 1966, des salinités supérieures à 30 étaient enregistrées par Blanc et Levaux. Dans les années 80-90, d'importantes variations étaient observées entre 4 et 28. Les efforts de réhabilitation débutaient en fait dans l'étang en 1993 avec le plan Barnier et les modifications hydrologiques qui en ont découlé, ont permis une augmentation de la salinité moyenne autour de 22. Suite aux dernières modifications hydrologiques dans l'étang en 2006, un suivi des communautés zooplanctoniques a été financé par EDF en 2008-2009. Donc en fait, un échantillonnage mensuel a été effectué au niveau des 3 stations automatisées dans l'étang, SA 1, 2 et 3. Différents paramètres ont été suivis, donc la température, la salinité, la chlorophylle, les communautés phytoplanctoniques et microzooplanctoniques. Le zooplancton a quant à lui été prélevé verticalement entre le fond et la surface à l'aide d'un filet de 80 micromètres de vitre de maille. Les organismes zooplanctoniques ont donc été identifiés et comptés à la loupe binoculaire. D'autre part, lors de cette étude, d'importantes proliférations d'organismes gélatineux ont été observées. A donc suivi le programme Gélamed pour les années 2010-2011, bénéficiant d'un financement LITO. Alors en fait, il a pour but d'étudier ce phénomène de prolifération dans 3 milieux lagunaires, Bache-Sigean, Thau et Berre, et dans 4 milieux côtiers, Bagnols-sur-Mer, Sète, Marseille et Villefranche-sur-Mer. En fait, cette fois-ci, on a accentué la fréquence d'échantillonnage à un suivi bimensuel. Et les mêmes paramètres sont suivis qu'en 2008-2009. Les sels nutritifs ont été ajoutés et le zooplancton gélatineux est maintenant prélevé avec un filet adapté dont la maille est de 700 micromètres. Par contre, nous avons rajouté aux 3 stations précédentes, donc les 3 stations automatisées de l'étang SA1, 2 et 3, 2 stations, une au niveau de Port-de-Bouc et une dans le golfe de Fos, afin de voir les échanges avec la zone côtière. Et les organismes gélatineux, dans le même cas, ont été identifiés, mesurés et comptés. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude de la communauté zooplanctonique. Donc, ce graphique représente l'abondance en zooplancton en individus par mètre cube entre avril 2008 et avril 2010 pour la station SA3. Donc on observe de fortes variations entre 5 000 et 150 000 individus par mètre cube avec une moyenne de 32 000 individus par mètre cube. Les copépodes qui sont représentés ici en bleu foncé et les autres organismes, donc en majorité des larves en fait, méroplanctoniques, en bleu clair, montrent des variations saisonnières différentes. En fait, les copépodes dominent la communauté en automne-hiver et les larves la dominent en printemps et en été. Alors on peut comparer en fait cette étude avec une autre étude qui a été menée en 92-93 par Servetto. C'était une étude similaire sur le zooplancton de l'étang avec le même matériel. Donc on remarque que la moyenne qui était de 47 000 individus par mètre cube était plus élevée que celle indiquée en 2008-2010. Une erreur.
Par contre, les copépodes qui sont ici représentés en rouge, en fait, représentaient un pourcentage réduit de la communauté quasiment toute l'année. Alors, on va regarder plus en détail la composition de la communauté zooplanctonique. Donc, en 92-93, elle était dominée par deux espèces qui étaient vraiment typiques des eaux saumâtres, Eurytherme et Euryhaline. C'était le rotifère Brachionus plicatilis et le copépode Acarcia tonsa, qui a été introduit dans l'étang dans les années 80. Aujourd'hui, Acarcia tonsa est toujours majoritaire dans la communauté zooplanctonique. Par contre, le rotifère Brachionus plicatilis a complètement disparu de l'étang. Sa niche écologique semble aujourd'hui occupée par le copépode Oitona nana. En fait, la hausse de la salinité a entraîné l'entrée dans l'étang, mais aussi l'installation d'espèces méditerranéennes, notamment des copépodes. Donc on a par exemple le copépode Acarcia closi, qui était totalement absent des échantillonnages en 92-93 et qui aujourd'hui est installé jusque dans la zone nord de l'étang. On a d'autres espèces qui sont typiques de la baie de Marseille, qui sont aujourd'hui communes dans l'étang, dans nos échantillons, comme le copépode Centropages typicus. On a aussi remarqué des introductions d'espèces allochtones, donc vraiment absentes même de Méditerranée. Ce sont les copépodes Eurythemora affinis qui est originaire d'Atlantique et Pseudodiaptomus originaire de la mer Rouge. Alors en ce qui concerne le zooplancton gélatineux, alors donc il est étudié que depuis janvier 2010. Il est représenté par deux espèces principales, donc une méduse, la méduse Aurelia aurita, qui est native de l'étang, et le Ctenerme Nemiopsis lady. Donc ce dernier est introduit dans l'étang, son introduction a été repérée en tout cas en 2005. Il est originaire de la côte est américaine. Et donc on a d'autres espèces de gélatineux, mais qui sont présentes en très faible abondance, la méduse Dipurena ophiogaster, des appendiculaires et des kétognates. Alors, je vais vous présenter un peu plus particulièrement les deux espèces principales de l'étang. D'abord, donc, les populations d'Aurelia et de Nemiopsis, qui en fait sont très bien établies dans l'étang, puisqu'en fait tous les stades de développement ont été observés, et ce depuis plusieurs années. Alors, vous avez sur la figure du haut les distributions temporelles, qui présentent donc de nettes variations. Si on s'attache à Aurelia, donc on voit que les deux stades pélagiques, les éphirules et les méduses, sont présentes de manière décalée, ce qui est tout à fait normal. Donc on a les éphirules qui sont présentes de janvier à mars et les méduses qui prolifèrent de mars à mai. Les éphirules apparaissent ensuite en décembre. Ceci correspond à la figure que vous avez en bas à droite, qui représente en fait le diamètre de l'ombrelle des méduses. On remarque donc que les éphirules qui ont une taille inférieure au centimètre sont donc présentes pendant l'hiver et qu'en avril-mai, on retrouve les plus gros individus avec une valeur moyenne de 11 cm. En ce qui concerne le Ctenerme Nemiopsis lady, donc vous l'avez en orange sur la figure du haut, donc les larves sont présentes l'hiver. Les stades adultes sont présents toute l'année, avec de fortes pullulations, la plus forte pullulation en juillet, mais donc été-automne. Nous observons donc sur ce graphique que les plus gros individus correspondent bien à la période à peu près avril-septembre, avec des tailles, la longueur en fait, de l'axe oral laboral qui est supérieure à 2 cm. Si on compare les deux pullulations, en fait, on remarque qu'il y a un décalage temporel entre l'Aurelia et le Nemiopsis. Je tiens à dire que ces espèces sont observées dans tous les temps, à la sortie du canal de Caronte, mais jamais en zone côtière. Elles ne sortent pas de l'étang. Alors d'autre part, des expériences en fait, d'écophysiologie ont été menées sur Nemiopsis. Alors, dans un premier temps, les taux d'ingestion sur le zooplancton naturel, donc disponible dans l'étang, ont été évalués. Donc pour cela, on a pris des flacons, des témoins où on a mis sans cténaire, on n'a mis aucun cténaire. On a pris des flacons expérimentaux avec cténaire. On les a remplis d'eau de l'étang filtrée. On les a gardés à même condition que dans l'étang, à 12 degrés. Dans l'obscurité pendant 24 heures et on a mis dans chaque flacon une même quantité de proie.
Ensuite, on a compté et on a identifié les proies restantes, ce qui nous a donné ce graphique qui nous présente donc le pourcentage de proies ingérées par rapport au pourcentage de proies disponibles. L'indice d'électivité, qui représente donc ce rapport, nous montre qu'en fait, il y a une sélection active des copépodes dans la communauté zooplanctonique. Par contre, les larves de bivalves, donc tout ce qui est moule, et les cladocères, qui sont aussi très présents en abondance, ne sont pas sélectionnés par le cténaire. D'autre part, nous avons évalué les effets de la concentration en proie sur la prédation du cténaire. Donc on a fait les mêmes conditions environnementales. On a pris des flacons expérimentaux de la même manière sans cténaire et avec cténaire. On a mis différentes concentrations d'artémia, c'est ce qui est représenté donc sur ce graphique, et on a regardé ce qui était ingéré, et on observe une augmentation linéaire du taux d'ingestion en fonction des concentrations. En fait, aucun seuil de satiété n'a été atteint pour les concentrations testées. On a également testé la capacité d'adaptation de Mnémiopsis avec la salinité pour voir son succès de colonisation. Donc on a testé la mortalité en fait, des cténaires à différentes salinités. Donc 0, 5, 10, 15, 22, c'était la salinité au moment de l'expérience, la salinité des temps. 30, 38, donc la salinité de la Méditerranée, 40 et 42. On a eu une mortalité immédiate des organismes à 0, 5, 40 et 42, donc les salinités extrêmes. Dans le reste les autres cas, en fait, on a eu une survie au moins pendant 2 semaines des cténaires. On a eu une diminution notable de leur taille, mais en fonction des cas à vitesse différente, en fait, en fonction de la concentration d'eau de l'étang, c'est-à-dire que si les conditions expérimentales étaient les plus proches des conditions naturelles, on avait une meilleure survie des cténaires. Par contre, ce qui a été intéressant de noter, c'est qu'au bout de 2 semaines, on a les cténaires placés dans l'eau de mer qui sont morts, alors que tous les autres ont survécu. Tous les autres étant placés dans des eaux saumâtres de l'eau de mer pure ou alors mélangée. Les expériences étant menées sans apport externe de nourriture, cela nous amène à penser qu'il y a une possible utilisation de la matière organique dissoute des cténaires comme source de nourriture. Donc en conclusion, en fait, les communautés zooplanctoniques de l'étang de Berre, donc, en ce qui concerne le pélagique en tout cas, se diversifient avec l'entrée d'espèces marines et l'introduction d'espèces allochtones. Il y a la prolifération de 2 organismes gélatineux, donc la Méduse Aurelia aurita au printemps et le cténaire Mnémiopsis leidii durant toute l'année. Les expériences d'écophysiologie menées sur Mnémiopsis leidii en fait, nous ont permis d'avoir quelques informations sur leur impact sur le réseau trophique, notamment avec la sélection active des proies disponibles dans le milieu et l'absence en fait, de seuil de satiété, aux concentrations testées bien sûr. Ensuite, on voit qu'il y a une tolérance à une large gamme de salinité, mais les conditions de l'étang restent dans les conditions optimales de survie de l'organisme. Alors les perspectives dans les années à venir, donc on va d'abord continuer le suivi in situ jusqu'en décembre 2011. On va continuer à mener des expériences d'écophysiologie sur Mnémiopsis, mais aussi sur Aurelia aurita, pour évaluer différents taux métaboliques, l'ingestion, mais aussi l'excrétion et la respiration, et à différentes conditions environnementales, donc de température, salinité et oxygène. Et les différentes données collectées lors de ces 2 phases, expérimentales et dans le milieu, permettront de définir des paramètres pour un modèle basé en fait, sur l'individu. Merci de votre attention.